Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour suivre notre émission consacrée aux éphémérides du ciel du mois d'avril 2026. Alors pour ce mois d'avril, nous débuterons avec la planète de notre système solaire qui est la plus proche du Soleil, donc à savoir Mercure, qui sera à son élongation maximale en ce début de mois. Nous poursuivrons ensuite avec une comète qui sera observable ce mois-ci, et il s'agit de MAPS C 2026 A1. Nous présenterons ensuite le ballet des Lyrides dans le ciel du soir en seconde partie de mois. Et enfin, eh bien, nous terminerons avec un magnifique spectacle à voir qui concerne la planète Vénus et les Pléiades. Alors, comme chaque mois, eh bien, vous découvrirez également une ou plusieurs pépites sélectionnées ce mois-ci, avant de conclure, bien sûr, par la photo du mois. Donc, je suis en compagnie de Mathieu et Robin qui vont pouvoir partager avec nous leurs conseils d'observation et bien sûr leurs astuces pour pouvoir profiter au mieux de ces événements. Alors, sans plus tarder, eh bien, commençons avec ce premier événement qui a lieu le 3 avril et il s'agit de l'élongation maximale de la planète Mercure. Alors, je vais laisser la parole à Robin. Oui, alors, en fait, en début avril, on aura une planète qui est souvent insaisissable qui fera son apparition. Tu viens de le dire, Nathan, c'est la planète Mercure. Et c'est la planète qui est la plus proche du Soleil, mais ce qui dit plus proche dit aussi la plus rapide dans le système solaire. Et en fait, la planète Mercure, elle ne s'éloigne jamais beaucoup de notre étoile, puisque c'est la planète la plus proche. Et le problème, c'est qu'elle est souvent noyée dans la lumière du soleil. C'est pour ça que c'est parfois un petit défi pour l'observer. Mais le 3 avril, la situation va un petit peu changer puisque, en fait, ça sera l'élongation maximale de cette planète. Donc finalement, ça sera le moment clé et la meilleure opportunité du mois pour tenter de l'observer. Alors, comme je viens de le dire, la planète Mercure, c'est une planète qui est dite planète intérieure, et c'est parce elle orbite plus près du Soleil que de la Terre, et finalement, c'est aussi une des planètes les plus près du Soleil en lui-même. Mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de notre point de vue, elle aussi, jamais très loin du soleil dans le ciel, ce qui a pour conséquence que voilà, elle est toujours, elle se fait observer généralement soit pendant le coucher du soleil ou son lever. Donc, l'élongation maximale, en fait, l'intérêt de ce moment bien particulier, c'est que ça sera l'instant où l'angle formé par Mercure et le Soleil vu de la Terre sera le plus élevé. Donc, en fait, c'est le moment le plus propice pour l'observer sans être gêné par le Soleil. Et donc, en l'occurrence, ça sera le 3 avril. Mercure sera visible vers l'aube, donc le lever du soleil. Alors évidemment, ça va dépendre aussi de votre position géographique. Pour savoir à quelle heure se lève le soleil, je vous invite à regarder sur Stellarium ou bien des applications qui vous permettent de connaître la date exacte du lever du soleil. Et pourquoi c'est l'élongation maximale? C'est un événement, enfin des conditions qui sont particulièrement intéressantes, bah, parce que je viens de le dire, en fait, c'est le moment où la planète va finalement être le plus élevé, le plus éloigné du Soleil. Donc c'est là où on va avoir le meilleur contraste pour l'observer. Et elle va rester le plus longtemps aussi visible parce que évidemment on aura le plus de contraste. Donc, comme je l'ai dit, cette planète sera visible aux alentours du 3 avril. Ça n'empêche pas que vous pourrez observer Mercure quelques jours avant et quelques jours après. Mais voilà, le 3 avril, au lever du matin, vous pourrez l'observer. Donc, à peu près 30 à 60 minutes avant le lever du soleil, vers l'horizon est, hein, puisque le soleil se lève direction est. Et même si ça sera l'élongation maximale, eh bien, la planète sera tout de même pas très élevée en hauteur, donc n'hésitez pas à vous éloigner de toute zone qui pourrait
limitez votre champ de vision, hein, peut-être une colline ou quoi que ce soit, pour avoir un horizon est le plus dégagé possible, pour d'une part profiter de l'observation de Mercure, et puis n'hésitez pas aussi à rester un peu plus tard pour profiter du magnifique soleil si le ciel est dégagé. Donc voilà. Ce qui est intéressant avec la planète Mercure, c'est que, un peu comme la Lune, en fait, elle a des phases, et donc c'est assez intéressant de l'observer. Alors à l'œil nu, vous le verrez pas évidemment. Faut quand même suffisamment de grossissement. Utiliser une lunette ou un télescope avec un grossissement assez conséquent, mine de rien, pour observer ces phases. Mais faites toujours très attention, hein, pour l'observation de Mercure, parce que, comme je l'ai dit, elle est assez proche du Soleil, et donc soyez très vigilants, hein, notamment si vous utilisez un instrument optique, de ne jamais viser le Soleil, hein, parce que voilà, ça risque d'être très dangereux pour vos yeux et votre rétine. Donc voilà, soyez très prudents, et si jamais vous avez la possibilité d'être accompagné par des astronomes amateurs qui ont déjà eu l'opportunité de le faire, voilà, faut pas négliger cet aspect sécurité qui est quand même très important. J'avais également une petite anecdote que j'ai découvert en préparant ces effets Éméride Astro. En fait, c'est que la planète Mercure fait un tour sur elle-même en à peu près 59 jours terrestres. Mais en l'occurrence, une journée sur Mercure ne dure pas 59 jours, ça dure l'équivalent de à peu près 176 jours terrestres. Alors pourquoi? En fait, du fait de sa position dans le système solaire, qui est de à peu près 80, enfin, du fait de sa position dans le système solaire, pardon, en fait, la planète Mercure orbite autour du Soleil en à peu près 88 jours. Et en fait, elle a une vitesse assez relative, assez conséquente. Et ce qui fait que, même si la planète tourne sur elle-même en 59 jours, du fait de sa vitesse autour du Soleil, eh bien, ça a pour conséquence de faire en sorte que le Soleil ne se lève pas ne se lève ni ne se couche en 59 jours, mais en 176 jours terrestres. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en fait, la planète Mercure, en fait, fait sa course autour du Soleil, et une journée sur Mercure, du coucher au lever du soleil, dure 176 jours terrestres. Donc voilà, c'était une petite anecdote, mais tout ça pour dire que finalement, notre position dans le système solaire a véritablement une conséquence sur la durée du jour, et ça ne dépend pas seulement de la vitesse de rotation et de la période de rotation de la planète en elle-même. Et bien voilà, merci hein, Robin en tout cas pour la présentation de cet événement, les conseils que tu as pu nous donner, et puis bien sûr pour cette petite anecdote qui nous permet d'en apprendre plus sur la planète. Et bien nous allons poursuivre avec ce deuxième événement qui a lieu le 4, donc le lendemain. Et c'est la comète MAPS, donc C2026 A1, qui va pouvoir être observable ce mois-ci. Alors, eh bien, comment on va pouvoir faire? Eh bien, je vais laisser la parole à Mathieu. Oui, et d'ailleurs, c'est à l'heure actuelle la comète la plus prometteuse de l'année, sur le papier. Alors, concernant la découverte de cette comète, donc elle s'est faite le 13 janvier 2026 par un programme qui s'appelle MAPS et dont le but est la détection des astéroïdes géocroiseurs. Alors en fait, cette comète, elle fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Creuse. Ce groupe de Creuse, en fait, c'est un groupe de comètes qui a pour particularité d'être sur une orbite pouvant s'approcher très près du Soleil. Alors évidemment, ça présente un avantage considérable, puisque s'approchant très près du Soleil, eh bien, ces comètes vont s'échauffer beaucoup, ce qui est susceptible de les rendre très lumineuses et de leur générer une longue et belle queue. Mais le problème, eh bien, c'est que ce même avantage peut aussi se transformer en inconvénient, puisque se réchauffant considérablement à proximité du Soleil, eh bien en fait, les comètes peuvent aussi ne pas résister, se disloquer, s'évaporer brutalement et puis donner un gros flop. Donc avec ce genre de comète, eh bien vous l'aurez compris, c'est un peu comme jeu au loto. C'est tout ou rien. Et ces 2026 à 1 eh bien, n'échappent pas à la règle et les prévisions restent théoriques.
Alors justement, ce 4 avril 2026 eh bien, marque le point de passage de la comète au périhélie, c'est-à-dire au point le plus proche du Soleil. Alors parlons chiffres désormais, puisque ce 4 avril, eh bien, cette comète va s'approcher à seulement 160 000 kilomètres au-dessus de la photosphère solaire, donc c'est-à-dire au-dessus de ce qu'on considère comme étant la surface du Soleil. Ça veut dire que la comète eh bien, va passer dans l'atmosphère, alors plus précisément dans ce qu'on appelle la couronne solaire. Alors, si elle survit à cette rencontre, eh bien, elle pourrait atteindre, théoriquement, je le rappelle, la magnitude -7 et être visible en plein jour. Je rappelle qu'une magnitude -7, c'est plus brillant, nettement plus brillant que la magnitude, que l'éclat de Vénus dans le ciel du soir actuellement. Donc c'est vraiment très très brillant. Alors, ça reste théorique, bien entendu, et cette comète ne sera peut-être pas, pour certains d'entre vous, sans rappeler eh bien, quelques souvenirs, comme par exemple la comète Lovejoy en 2011, donc il y a relativement peu de temps, ou encore, pour les plus anciens d'entre nous, Ikeya Seki en 1965, dans un genre un petit peu comparable. Alors, on garde à l'esprit d'ailleurs qu'autour de cette date du 4 avril, la comète sera à grande proximité du Soleil. Donc, prudence dans les observations, surtout si vous comptez le faire en pleine journée, à condition que le jeu en vaut la chandelle, bien évidemment, parce qu'après tout, cette magnitude de -7 reste théorique, on peut avoir une magnitude qui soit bien inférieure à cette magnitude annoncée. Bon, sinon, attendez le coucher du soleil avant de faire un pointage, bien évidemment. Ceci dit, en raison de la déclinaison relativement faible par rapport au soleil, son observation sera plus favorable dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Et puis, sachez également que la comète, dans son virage serré près du soleil, eh bien, va transiter devant lui, de notre point de vue, donc depuis la Terre, entre 16h55 et 18h20, heure locale française. Alors, bon, il n'y a pas de miracle, hein, parce qu'au vu des mensurations qui sont microscopiques de son noyau, et puis du côté un peu diffus de la coma, donc de l'atmosphère de cette comète, bon, il y aura probablement rien à voir. Mais si jamais votre curiosité devait l'emporter, eh bien, pensez aux protections de sécurité que requiert bien évidemment l'observation du Soleil. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette comète, donc à observer bien sûr ce mois-ci. Le 22 avril, ce sera le balai de la pluie enfin, c'est la pluie d'étoiles filantes des Lyrides qui sera à son maximum pour illuminer le ciel. Et donc, Robin, eh bien, que peut-on dire sur cette pluie d'étoiles filantes? Eh bien oui, chaque année en avril, la Terre traverse un nuage de poussière laissé par une ancienne comète. Résultat, en fait, on a l'opportunité d'observer des étoiles filantes qui vont éclairer le ciel nocturne. Et donc effectivement, le 22 avril, ce sera les Lyrides qui atteindront leur maximum, leur pic d'intensité. Alors ces pluies d'étoiles filantes, elles sont visibles au printemps, hein. C'est une pluie d'étoiles filantes printanière qui est certes moins spectaculaire, moins célèbre que les Perséides, mais ça donne un avant-goût. C'est comme si on prenait l'apéro avant l'arrivée de l'été avec les Perséides. Hmm. Mais bon, elles restent tout aussi élégantes et tout aussi intéressantes. Alors les Lyrides, elles tirent leur nom de la constellation de la Lyre. Effectivement, la Lyre, bon, c'est plutôt une constellation qui arrive, qui sera beaucoup plus haute en été, mais elle est visible en ce moment, notamment avec Vega, hein, qui est facile à observer. Et donc, cette pluie d'étoiles filantes, elle est liée à la comète. Alors, désolé si j'écorche un peu le nom, mais voilà, encore une fois, c'est lié à une comète. La comète, c'est 1861 G1 Thatcher. Donc voilà, les poussières qu'elle laisse arrivent dans le sillage de la Terre et donc forment des poussières qui arrivent, des débris qui arrivent sur l'atmosphère de la Terre
à très haute vitesse, hein, donc 40 mètres par seconde, 40 km par seconde, donc c'est extrêmement rapide. Et lorsque ces poussières arrivent dans l'atmosphère, elles se consument et laissent des traînées lumineuses, ce qu'on appelle voilà, des étoiles filantes. Euh, donc le pic d'activité sera courant avril, hein, à partir de mi-avril jusque fin avril, hein, donc du 16 au 25 avril. Et le pic d'intensité sera effectivement dans la nuit du 21 au 22 avril. Alors, comme je l'ai dit, cette pluie d'étoiles filantes, elle est un peu moins spectaculaire que les Perséides, mais voilà, on peut s'attendre quand même à environ 10 à 20 météores 20 étoiles filantes par heure, dans de bonnes conditions, à condition effectivement d'avoir de pouvoir observer toutes les étoiles filantes, donc en se mettant dans un endroit dénué de pollution lumineuse. Donc voilà, ces pluies d'étoiles filantes restent quand même intéressantes parce qu'elles peuvent être parfois accompagnées de traces persistantes dans le ciel. Donc voilà, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre en fait. C'est souvent une découverte à chaque fois, chaque année. Mais voilà, on peut s'attendre à 10 à 20 météores par heure. Donc voilà, le meilleur moment sera évidemment de l'observer quand il fera bien nuit, bien noir, en direction. Alors, le radian sera dans la constellation de la Lyre, hein, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas observer des étoiles filantes partout ailleurs dans le ciel. Mais voilà, les étoiles filantes sembleront venir de la constellation de la Lyre. Donc voilà, vous pourrez vous mettre allongé dans l'herbe, allongé dans le sol. La meilleure manière d'observer les étoiles filantes, c'est à l'œil nu. Donc voilà, simplement éviter d'être à proximité d'endroits avec de la pollution lumineuse. Laissez bien le temps à vos yeux de s'accoutumer à la pénombre. Il faut compter entre 15 et 20 minutes pour que nos yeux soient vraiment pleinement sensibles à la faible luminosité. Et voilà. Donc voilà pour ça. Il y aura la Lune également de présent, mais l'avantage c'est qu'elle sera complètement à l'opposé de la Lyre, donc elle ne devrait pas trop poser problème si vous regardez au zénith en direction de la Lyre, de Vega. Donc voilà, ça s'annonce quand même plutôt intéressant. Alors évidemment, j'espère que vous aurez du beau temps et que vous pourrez contempler ces pluies d'étoiles filantes. Voilà, donc ouais, la pluie d'étoiles filantes en ce début de saison printanière. Et nous allons terminer avec ce dernier événement qui a lieu le 23 avril. Il s'agit de Vénus qui sera placée sous l'amas des Pléiades, donc un joli spectacle à observer. Mais quelles seront les conditions d'observation, Mathieu, pour cet événement? Oui, alors à noter que 4 jours avant cela, donc le 19 avril, un très fin croissant lunaire vient aussi s'ajouter au tableau. Mm. Alors donc c'est un super moment de contemplation avec notre satellite naturel dont seul 8% de la surface est éclairée par le Soleil. Le reste, lui, l'est très faiblement de par la Terre. Et en passant, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la lumière cendrée. Il s'agit en fait de la réflexion de la lumière du Soleil sur la Terre qui vient doucement baigner en fait le côté nuit de la Lune, donnant cette ambiance tamisée telle qu'on la connaît. Donc, c'est cette lune-là qui va couronner les joyaux étincelants de l'amas d'étoiles des Pléiades en cette soirée du 19 avril. Donc, l'occasion de s'apercevoir que cet amas des Pléiades, visuellement, est bien 2 à 3 fois plus gros que notre lune tout entière. Donc, une preuve supplémentaire, s'il doit en être, eh bien que la lune n'est pas le plus gros objet observable dans le ciel nocturne. Et puis, un petit peu au-dessus du duo, légèrement en retrait, vous avez également le puissant éclat de l'étoile du berger qui est Vénus. Donc avec un petit instrument, lunette ou télescope, le point brillant de Vénus devient un globe d'une blancheur presque éclatante, tirant très légèrement sur le jaune pour celui qui a un œil avisé. Et puis dont la sphère, en réalité, est de nature gibbeuse, puisque éclairée à 90% de sa surface. Donc que ce soit le 19 ou le 23 avril, avec une Vénus qui sera un peu plus proche des Pléiades, mais
une lune qui sera considérablement plus éloignée et proche de son premier quartier, eh bien, le spectacle se passe surtout dans les dernières lueurs du soir, côté ouest. La faible hauteur des objets célestes en question obligera d'ailleurs à se trouver un horizon bien dégagé. Donc c'est un spectacle à savourer à l'œil nu ou aux jumelles, bien entendu, mais c'est aussi un spectacle qui sera peut-être intéressant à imprimer en photo, notamment en grand champ, avec un avant-plan de paysage pour sublimer l'ensemble, pourquoi pas. Voilà donc un événement à pouvoir observer ce mois-ci. Merci en tout cas pour tous ces conseils que vous avez pu nous donner. Nous allons passer maintenant à cette deuxième partie de notre émission. Il s'agit donc des pépites du mois. Et donc ce mois-ci, vers quoi te diriges-tu, Mathieu? Euh, bon. Eh bien, c'est un livre que je vous propose ce mois-ci. Et ce livre, eh bien, c'est le guide de l'observation solaire avec un spectrohéliographe ou comment explorer le soleil invisible avec Solex. Donc, c'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions EDP Sciences, il y a seulement quelques jours d'ailleurs. Donc, ces 350 pages présentent la méthodologie de ce domaine particulier de l'observation du soleil qu'est la spectrohéliographie, ainsi que l'utilisation à cette fin de l'outil Solex, qui est maintenant bien ancré dans le monde amateur. Puis après tout, faut-il le souligner, le fait que les auteurs du livre ne sont autres que les créateurs du fameux Solex, puisqu'il s'agit de Christian Buil et de Valérie Desnoux. Donc ça n'apporte que plus de crédibilité, vous l'aurez compris, à l'écriture de cet ouvrage. Alors ce dernier s'adresse avant tout aux débutants dans la discipline, alors que la communauté spectro ne cesse de s'agrandir et puis d'apporter du bénéfice au milieu de l'astronomie amateur en général. Donc peut-être pour vous l'occasion de sauter le pas, et puis ce, d'autant que l'approche de l'éclipse solaire du mois d'août, donc ça vient très vite maintenant, se pose dans un contexte favorable. Eh bien voilà, merci de nous avoir fait découvrir ce livre sur l'observation du soleil. Nous allons terminer notre émission maintenant avec cette photo que nous vous présentons de la planète Jupiter. Alors cette image, elle a été prise avec un Newton de 150 mm de diamètre, bien réglé et dans des conditions de seeing exceptionnelles. D'ailleurs, l'auteur de cette image affirme que c'est sa plus belle image ultraviolette jamais réalisée de la planète Jupiter. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission consacrée aux éphémérides. Alors n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à lâcher un pouce j'aime, bien sûr, si cela vous a plu. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, on vous souhaite un bon ciel.